Cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 10 avril 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu mercredi 5 avril au palais présidentiel de l'Ittihadiyya son homologue chypriote Nikos Christodoulidis pour sa première visite en Égypte depuis son élection à la présidence de Chypre en février. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son hôte, le président chypriote Nikos Christodoulidis, ont tenu mercredi une réunion en tête-à-tête suivie d'entretiens approfondis entre les délégations des deux pays. Les deux présidents ont salué le développement continu des relations égypto-chypriotes et le progrès constant des liens historiques entre les deux pays amis qui ont été observés ces dernières années à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne le gaz naturel et la connectivité électrique. Ils ont également discuté du soutien mutuel dans divers forums et organisations régionaux et internationaux, de la vaste consultation sur les questions et les dossiers d'intérêt mutuel et des accords conclus pour mettre en œuvre plusieurs projets conjoints dans le cadre du mécanisme de coopération trilatérale qui réunit l'Égypte, Chypre et la Grèce. Un tel mécanisme est un exemple à suivre en matière de coordination et de concertation entre les États méditerranéens. Le président chypriote a souligné l'importance de choisir le Caire pour sa première visite à l'étranger dans la région depuis son élection en février dernier, reflétant le souci de maintenir la nature stratégique des relations entre les deux pays au niveau officiel et local. À cet égard, les deux dirigeants ont convenu de lancer un forum d'action conjointe entre les deux parties. Après les entretiens, les deux présidents ont tenu une conférence de presse où ils ont convenu de l'importance de réaliser un bond dans tous les domaines de la coopération, en particulier les secteurs de l'énergie et des liaisons électriques, y compris le projet d'interconnexion électrique et le transport de gaz naturel de Chypre à deux usines de liquéfaction en Égypte. Cela s'ajoute à la coopération dans de nouveaux cadres, y compris des projets d'énergie renouvelable et propre, l'augmentation des échanges commerciaux, le renforcement de la coopération dans tous les domaines du développement et de l'économie et le renforcement des relations militaires exceptionnelles. Le président el-Sisi a exprimé l'espoir que la période à venir verra davantage de coopération et de coordination entre les deux pays de manière à assurer la prospérité des deux nations et à renforcer le partenariat stratégique et les liens amicaux entre eux. Le président el-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec le président de Chypre pour faire avancer la coordination étroite au niveau politique sur toutes les questions d'intérêt mutuel. Jeudi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu dans le quartier de l'Asmarat, un nouveau quartier construit pour le relogement des habitants des bidonvilles dans le cadre de l'initiative Vie décente qui vise à assurer un logement salubre pour chaque citoyen à travers la République. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a partagé un repas d'iftar et a tenu une réunion publique avec un certain nombre d'habitants et de familles dans le cadre de sa tournée jeudi dans le district de l'Asmarat à Al-Muqattam. Le district de l'Asmarat a été fondé en 2016 dans le cadre des efforts de l'État pour fournir un logement décent et sûr aux citoyens à faible revenu qui ont été déplacés des bidonvilles. L'État a achevé 20 000 unités de logement dans le quartier en 2018. Au cours de la tournée, le président el-Sisi a visité une foire étalant des produits faits à la main par des femmes du quartier. Il a fait l'éloge de la foire et a demandé aux responsables de fournir tout le matériel nécessaire pour ce projet. Après l'iftar, le président el-Sisi a participé à une réunion avec des habitants de ce quartier à laquelle ont assisté un certain nombre de députés et de personnalités publiques. Dans son intervention, lors de la réunion, le président el-Sisi a réaffirmé l'engagement de l'État à améliorer la fourniture de services aux citoyens. Le président a également réaffirmé l'intention de l'État de créer 1 million d'opportunités d'emploi par an pour les nouveaux diplômés dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le chômage qui s'élève actuellement à 7,4%. Le président a déclaré qu'1 million de nouveaux emplois chaque année est un chiffre important à atteindre et certains pays qui ont un taux de croissance démographique inférieur au nôtre n'ont pas été en mesure d'y parvenir. Le taux de chômage actuel en Égypte est faible par rapport au taux d'autres pays qui sont également touchés par la crise économique mondiale, a déclaré le président à l'auditoire. En réponse à une question d'un habitant d'Al-Asmarat sur l'économie, le président el-Sisi a souligné que les projets d'infrastructure entrepris par le gouvernement visent à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le président a déclaré que les 2 millions de logements qui ont été construits depuis son entrée en fonction en 2014 ont créé des milliers d'opportunités d'emploi pour les jeunes.
Il a exhorté les citoyens à garder leur confiance dans leur pays, de se fier aux mesures entreprises par les responsables et de rester unis pour surmonter la crise économique mondiale qui affecte également l'Égypte. En Égypte, les startups s'attaquent au fléau du plastique. Le pays de 104 millions d'habitants s'est engagé à diviser par 2 sa consommation de plastique à usage unique d'ici à 2030. Un commentaire. En Égypte, de jeunes entrepreneurs tentent de transformer les millions de tonnes de déchets qui inondent le Nil, la Méditerranée et les décharges à ciel ouvert. Le pays de 104 millions d'habitants s'est engagé à diviser par 2 sa consommation de plastique à usage unique d'ici à 2030. Mais avant cela, de jeunes protecteurs de l'environnement et des ingénieurs ont décidé d'utiliser les déchets plastiques. Les premiers les sortent des eaux du Nil et les ingénieurs en font des briques, une alternative verte au ciment et à sa lourde empreinte carbone. Les 5,4 millions de tonnes de déchets plastiques produites chaque année en Égypte se retrouvent généralement dans des décharges illégales qui se déversent dans le Nil et la Méditerranée où elles empoisonnent la faune aquatique. Plus de 3/4 des poissons pêchés au Caire dans les plus grands fleuves d'Afrique contiennent des microparticules de plastique, alerte une étude publiée en 2020. Plus un heure à Alexandrie cette année, ce chiffre atteint 92%. Alerte des chercheurs de l'Institut égyptien de l'océanographie et de la pêche. Au Caire, sur l'île de Koussaïa, pour arrondir leur fin de mois, des pêcheurs ont commencé à remplir leurs filets de plastique. Hanifa aussi, responsable de projet chez Very Nile, un projet soutenu par le ministère de l'Environnement, achète entre 10 et 12 tonnes de plastique chaque mois à 65 pêcheurs qui collectent et trient les déchets à même leurs embarcations. Le plastique est ensuite compressé puis recyclé ou incinéré comme carburant dans une usine de ciment du Sud. Khaled Refat, cofondateur de la start-up Tilgreen, explique que seuls 11 à 15% des déchets plastiques sont recyclés en Égypte chaque année. On travaille avec des entreprises de recyclage et on récupère ce qu'ils ne peuvent pas utiliser. Une brique, dit-il, c'est 125 sacs en plastique. Tilgreen en a déjà produit 40 000 et se fixe comme objectif d'avoir recyclé entre 3 et 5 milliards de sacs plastiques d'ici à 2025. On enchaîne cette édition avec le tourisme. L'Égypte va stimuler le tourisme de 30% par an au cours des 5 prochaines années et cela devrait nous amener à environ 30 millions de visiteurs d'ici 2028 selon le ministre du Tourisme Ahmed Aïssa. Le ministre égyptien du Tourisme, Ahmed Aïssa, a indiqué dans un communiqué que l'État fait appel à des entreprises privées pour exploiter les sites touristiques et inaugurera le Grand Musée égyptien vers la fin de 2023, ajoutant que l'Égypte mérite et devrait pouvoir développer son industrie touristique de 25 à 30% par an de manière constante au cours de la prochaine décennie et cela devrait nous amener à environ 30 millions de visiteurs d'ici 2028. De même, le Centre d'information et de soutien à la décision relevant du Conseil des ministres a annoncé que Fitch Solutions s'attend à une augmentation du nombre de touristes en Égypte à moyen terme en raison de la diminution prévue des effets de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Selon une infographie récemment publiée sur les perspectives du marché du tourisme en Égypte, l'institution économique internationale prévoit que le nombre de touristes en Égypte en 2023 atteigne 11,6 millions, soit une augmentation de 46%. Le ministre du Tourisme a déclaré que l'Égypte jouit d'une situation géographique distinguée et offre différents types de tourisme. La Banque centrale a également indiqué que les recettes touristiques avaient augmenté de 43,5% pour atteindre un record de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2022-2023. L'Égypte avait accueilli près de 5 millions de visiteurs au début de 2022, soit une croissance de 85% par rapport à l'année précédente. Depuis vendredi 7 avril, le sarcophage de Ramsès II est visible en France, une première depuis 47 ans. L'exposition événement a fait le tour du monde et s'installe à la Grande Halle de la Villette à Paris. 181 pièces uniques sont réunies. Beaucoup n'étaient jamais sortis d'Égypte, comme le cercueil en bois de cèdre qui abritait la momie du roi des rois. Un commentaire de Dalia Karam.
De Ramsès II est l'une des 180 pièces présentées lors de l'exposition événement Ramsès, l'heure des pharaons, qui s'est ouverte vendredi 7 avril à Paris à la Grande Halle de la Villette. Le cercueil qui a protégé la momie du pharaon pendant 2900 ans est arrivé de San Francisco, précédente étape de cette exposition itinérante, et s'envolera ensuite pour Sydney, en Australie. Venu du Caire à bord d'un avion Transat de l'armée française, le pharaon mort 3200 ans plus tôt a droit à son arrivée au protocole réservé au chef d'État. Tapis rouge, garde républicaine au garde à vous sur le tarmac et présence de nombreuses personnalités. La dépouille royale est accompagnée dans son périple par Christiane Desroches, noble cour, conservatrice des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Elle supervise l'opération depuis des mois et s'est rendue une semaine plus tôt au Caire au chevet du pharaon. La venue de la momie de Ramsès à Paris, un cas unique car une loi égyptienne interdit la sortie des momies royales du pays, coïncide avec l'exposition consacrée au pharaon au Grand Palais intitulée Ramsès le Grand, qui va accueillir pendant 5 mois plus de 360 000 visiteurs. Si l'Égypte ancienne fascine toujours autant, Ramsès II est l'une des figures les plus célèbres de cette civilisation. Le pharaon bâtit dans toute l'Égypte des statues colossales de 21 mètres de haut à son effigie ancrée dans la falaise du temple d'Abou Simbel, une ville à son nom, puis Ramsès, qui vole la vedette à Luxor. Un colosse de plus de 10 mètres à Memphis, le Ramséum, temple de millions d'années à Thèbes, et 2 obélisques à Luxor, dont l'un trône sur la place de la Concorde à Paris depuis son don à la France en 1830. Ramsès II a en effet traversé tout le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il meurt vers 1213 à 91 ans, un âge alors canonique. Monté sur le trône à 25 ans, en succédant à son père, Séti Ier, il dirige donc l'Égypte pendant environ 66 ans, soit le règne le plus long de l'histoire égyptienne. Pour les Égyptiens, Ramsès II reste le grand ancêtre. Après lui, 9 pharaons règnent sous le nom de Ramsès en son honneur. Habiller les étoffes de versets coraniques au nord est un artisanat traditionnel en Égypte. La famille Othman est dans ce métier depuis plus de 150 ans. C'est plus d'un métier, c'est une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. Dans le vieux Caire en Égypte, Ahmad Othman brode une épaisse étoffe noire de versets coraniques avec des fils d'or. Ce métier, il a arrêté de césariat par an. Il y a 100 ans, les créations de la famille Othman étaient envoyées vers la Mecque pour y recouvrir la Kaaba, l'édifice cubique vers lequel se tournent les musulmans du monde entier pour prier. L'artisan explique que son grand-père avait l'habitude de coudre le costume brodé du roi égyptien. En même temps, il cousait des écussons militaires pour l'armée égyptienne et la plupart des armées des pays arabes. Plus qu'un métier, une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. De fil en aiguille, elle se transmet de génération en génération depuis plus d'un siècle. Ahmad Othman souligne que la famille est dans ce métier depuis plus de 150 ans et qu'ils essayent de poursuivre leur histoire dans ce métier. Il ajoute qu'il l'aime pour sa valeur spirituelle et qui est plus inestimable que tout objet matériel. Mais depuis la crise sanitaire, le métier ne fait plus recette. La flambée des prix des matières premières, la baisse drastique du tourisme, un pouvoir d'achat des Égyptiens en chute libre vont vivre aux artisans égyptiens une période de vache maigre. Siwa est un village perdu au milieu du désert égyptien, à 9 heures de route de la capitale, le Caire. On y voit partout des montagnes de sel. Dalia Karam nous donne plus de détails. Perdu au milieu d'un lac salé, une porte d'entrée vers une curiosité de la nature. L'oasis de Siwa, située en plein désert, à 15 km de la frontière libéenne. On voit partout des montagnes de sel. Sous le sable coule une immense nappe d'eau souterraine. Elle surgit dès que l'on creuse. Ce qui apparaît, vu du ciel, est à couper le souffle. Des bassins aux eaux bleues, turquoises, prisés par les touristes du monde entier. Le sel recouvre les parois et se dissout lentement dans l'eau. La densité du sel est telle que l'on peut s'y baigner sans même savoir nager.
Seule contrainte, ne pas mettre la tête sous l'eau pour éviter d'avoir du sel dans les yeux. Le sel récolté est vendu dans tout le pays dans des industries comme le secteur agroalimentaire. Dans le village siwa, certains habitants ont décidé de valoriser le sel en créant des objets d'art. L'île de Giftoun, située dans la mer Rouge, près de la célèbre station touristique d'Hurghada, est entourée de quelques petits îlots, représente un magnifique paysage naturel. Les îles déclarées parcs marins en 1955 sont entourées de nombreux récifs coralliens habités par des poissons de toutes sortes. De larges plages de sable permettent aux voyageurs de passer des journées idéales pour des vacances à la plage. Les îles Giftoun font partie des îles de la mer égyptienne situées le long du littoral de la mer Rouge. Ces îles sont divisées en deux îles distinctes, le Grand Giftoun et le Petit Giftoun. L'île Grand Giftoun est la deuxième plus grande région après l'île Chédouane. Les îles Giftoun font partie d'un archipel plus vaste comprenant 3 îles. Ces îles sont l'île d'Abou Mongar, l'île du Grand Giftoun et l'île du Petit Giftoun. Les îles Giftoun se caractérisent par des compositions géologiques rares et une intensité rocheuse. Ces îles sont connues pour leurs rares récifs coralliens, leurs poissons colorés et leurs oiseaux extraordinaires. La vie marine autour des îles est l'une des plus riches de la mer Rouge. Il possède plus de 196 types de récifs coralliens solides qui représentent environ 80% de la biodiversité des récifs coralliens de la mer Rouge. En outre, dans ces récifs coralliens vivent plus de 794 espèces de poissons. Ce nombre de poissons représente environ 65% de la biodiversité du poisson. L'île de Giftoun abrite 2 espèces d'oiseaux menacés d'extinction. Ces oiseaux sont le kittiwake et un type spécifique d'aigle. Une des rares tortues vit sur les plages de l'île de Giftoun. Les îles Giftoun occupent une position touristique et économique très distinguée. L'île du Grand Giftoun est l'un des sites de plongée les plus importants près du littoral d'Hurghada. L'île est entourée par 14 des meilleurs sites de plongée sur 44 sites dans l'ensemble d'Hurghada. L'île du Grand Giftoun attire chaque année un grand nombre de touristes. Pour son importance en tant que destination touristique, l'île est dotée d'installations sur 3 plages. Ces plages sont appelées Paradise Island, Mamiya Island et Orange Island. Les noms de plages facilités sont en quelque sorte trompeurs car on peut penser qu'ils sont des noms des îles. Passons à Etanoura, qui est une danse nationale traditionnelle en Égypte. Sa particularité est que seuls les hommes exécutent la danse. L'étymologie du mot a des racines arabes et se traduit par une jupe. La base de la danse est un artiste tournant autour de son axe, nécessairement dans le sens anti-horaire. Voyons ensemble. La Tanoura est une danse folklorique égyptienne qui a une signification religieuse. Cette danse symbolise la rotation de la terre autour du soleil et personnifie le contournement de la Kaaba à la Mecque. La musique de la danse de Tanoura a également des motifs arabes et rappelle vaguement les airs de danse des pays de l'Est. Traditionnellement, la musique est jouée en accompagnement de tambours, de flûtes et de tambourins. Pour la première fois, la danse est apparue au 8e siècle, sous le commandement de Jalaluddin Rumi, un poète soufi persan.
Les hommes se livraient à des prières et dans un état de transe s'approchaient de Dieu. La pratique de Rumi a engendré une forme égyptienne de Tanoura distinguée par l'utilisation d'une jupe multicolore. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et la transmission en langue française reprend à 18h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.